Thérèse Raquin, partie 5, chapitre 23. Peu à peu, Laurent en vint à la folie furieuse. Il résolut de chasser Camille de son lit. Il s'était d'abord couché tout habillé, puis il avait évité de toucher la peau de Thérèse. Par rage, par désespoir, il voulut enfin prendre sa femme sur sa poitrine et l'écraser plutôt que de la laisser au spectre de sa victime. Ce fut une révolte superbe de brutalité. En somme, l'espérance que les baisers de Thérèse le guériraient de ses insomnies l'avait seul amené dans la chambre de la jeune femme. Lorsqu'il s'était trouvé dans cette chambre, en maître, sa chair, déchirée par des crises plus atroces, n'avait même plus songé à tenter la guérison. Et il était resté comme écrasé pendant 3 semaines, ne se rappelant pas qu'il avait tout fait pour posséder Thérèse, et ne pouvant la toucher sans accroître ses souffrances, maintenant qu'il la possédait. L'excès de ses angoisses le fit sortir de cet abrutissement. Dans le premier moment de stupeur, dans l'étrange accablement de la nuit de noces, il avait pu oublier les raisons qui venaient de le pousser au mariage. Mais sous les coups répétés de ses mauvais rêves, une irritation sourde l'envahit, qui triompha de ses lâchetés et lui rendit la mémoire. Il se souvint qu'il s'était marié pour chasser ses cauchemars, en serrant sa femme étroitement. Alors il prit brusquement Thérèse entre ses bras, une nuit, au risque de passer sur le corps du noyé, et la tira à lui avec violence. La jeune femme était poussée à bout, elle aussi. Elle se serait jetée dans la flamme, si elle eût pensé que la flamme purifia sa chair et la délivra de ses maux. Elle rendit à Laurent son étreinte, décidée à être brûlée par les caresses de cet homme ou à trouver en elle un soulagement. Et ils se serrèrent dans un embrassement horrible. La douleur et l'épouvante leur tinrent lieu de désir. Quand leurs membres se touchèrent, ils crurent qu'ils étaient tombés sur un brasier. Ils poussèrent un cri et se pressèrent davantage, afin de ne pas laisser entre leurs chairs de place pour le noyer. Et ils sentaient toujours des lambeaux de Camille, qui s'écrasaient ignoblement entre eux, glaçant leur peau par endroits, tandis que le reste de leur corps brûlait. Leurs baisers furent affreusement cruels. Thérèse chercha des lèvres la morsure de Camille sur le cou gonflé et roidi de Laurent, et elle y colla sa bouche avec emportement. Là était la plaie vive. Cette blessure guérie, les meurtriers dormiraient en paix. La jeune femme comprenait cela, elle tentait de cautériser le mal sous le feu de ses caresses. Mais elle se brûla les lèvres, et Laurent la repoussa violemment en jetant une plainte sourde. Il lui semblait qu'on lui appliquait un fer rouge sur le cou. Thérèse, affolée, revint, voulut baiser encore la cicatrice. Elle éprouvait une volupté âcre à poser sa bouche sur cette peau où s'étaient enfoncées les dents de Camille. Un instant, elle eut la pensée de mordre son mari à cet endroit, d'arracher un large morceau de chair, de faire une nouvelle blessure, plus profonde, qui emporterait les marques de l'ancienne. Et elle se disait qu'elle ne pâlirait plus alors en voyant l'empreinte de ses propres dents. Mais Laurent défendait son cou contre ses baisers, il éprouvait des cuissons trop dévorantes, il la repoussait chaque fois qu'elle allongeait les lèvres. Ils luttèrent ainsi, râlant, se débattant dans l'horreur de leurs caresses. Ils sentaient bien qu'ils ne faisaient qu'augmenter leur souffrance. Ils avaient beau se briser dans des étreintes terribles, ils criaient de douleur, ils se brûlaient et se meurtrissaient, mais ils ne pouvaient apaiser leurs nerfs épouvantés. Chaque embrassement ne donnait que plus d'acuité à leur dégoût. Tandis qu'ils échangeaient ces baisers affreux, ils étaient en proie à d'effrayantes hallucinations. Ils s'imaginaient que le noyé les tirait par les pieds et imprimait au lit de violentes secousses. Ils se lâchèrent un moment. Ils avaient des répugnances, des révoltes nerveuses invincibles. Puis ils ne voulurent pas être vaincus. Ils se reprirent dans une nouvelle étreinte et furent encore obligés de se lâcher, comme si des pointes rougies étaient entrées dans leurs membres. À plusieurs fois, ils tentèrent ainsi de triompher de leur dégoût, de tout oublier en lassant, en brisant leurs nerfs. Et chaque fois, leurs nerfs s'irritèrent
et se tendirent en leur causant des exaspérations telles qu'ils seraient peut-être morts d'énervement s'ils étaient restés dans les bras l'un de l'autre. Ce combat contre leur propre corps les avait exaltés jusqu'à la rage. Ils s'entêtaient, ils voulaient l'emporter. Enfin, une crise plus aiguë les brisa. Ils reçurent un choc d'une violence inouïe et crurent qu'ils allaient tomber du haut mal. Rejetés aux deux bords de la couche, brûlés et meurtris, ils se mirent à sangloter. Et, dans leurs sanglots, il leur sembla entendre les rires de triomphe du noyé, qui se glissait de nouveau sous le drap avec des ricanements. Ils n'avaient pu le chasser du lit, ils étaient vaincus. Camille s'étendit doucement entre eux, tandis que Laurent pleurait son impuissance et que Thérèse tremblait qu'il ne prît au cadavre la fantaisie de profiter de sa victoire pour la serrer à son tour entre ses bras pourris, en maître légitime. Ils avaient tenté un moyen suprême. Devant leur défaite, ils comprenaient que, désormais, ils n'oseraient plus échanger le moindre baiser. La crise de l'amour fou qu'ils avaient essayé de déterminer pour tuer leur terreur venait de les plonger plus profondément dans l'épouvante. En sentant le froid du cadavre, qui, maintenant, devait les séparer à jamais, ils versaient des larmes de sang. Ils se demandaient avec angoisse ce qu'ils allaient devenir. Chapitre 24. Ainsi que l'espérait le vieux Michaud, en travaillant au mariage de Thérèse et de Laurent, les soirées du jeudi reprirent leur ancienne gaieté, dès le lendemain de la noce. Ces soirées avaient couru un grand péril lors de la mort de Camille. Les invités ne s'étaient plus présentés que craintivement dans cette maison en deuil. Chaque semaine, ils tremblaient de recevoir un congé définitif. La pensée que la porte de la boutique finirait sans doute par se fermer devant eux épouvantait Michaud et Grivet, qui tenaient à leurs habitudes avec l'instinct et l'entêtement des brutes. Ils se disaient que la vieille mère et la jeune veuve s'en iraient un beau matin pleurer leur défunt à Vernon ou ailleurs, et qu'ils se trouveraient ainsi sur le pavé, le jeudi soir, ne sachant que faire. Ils se voyaient dans le passage, errant d'une façon lamentable, rêvant à des parties de dominos gigantesques. En attendant ces mauvais jours, ils jouissaient timidement de leur dernier bonheur. Ils venaient d'un air inquiet et doucereux à la boutique, en se répétant chaque fois qu'ils n'y reviendraient peut-être plus. Pendant plus d'un an, ils eurent ces craintes. Ils n'osèrent s'étaler et rire en face des larmes de madame Raquin et des silences de Thérèse. Ils ne se sentaient plus chez eux comme au temps de Camille. Ils semblaient, pour ainsi dire, voler chaque soirée qu'ils passaient autour de la table de la salle à manger. C'est dans ces circonstances désespérées que l'égoïsme du vieux Michaud le poussa à faire un coup de maître en mariant la veuve du noyé. Le jeudi qui suivit le mariage, Grivet et Michaud firent une entrée triomphale. Ils avaient vaincu. La salle à manger leur appartenait de nouveau, ils ne craignaient plus qu'on les en congédiât. Ils entrèrent en gens heureux, ils s'étalèrent, ils dirent à la file leurs anciennes plaisanteries. À leur attitude béate et confiante, on voyait que, pour eux, une révolution venait de s'accomplir. Le souvenir de Camille n'était plus là. Le mari mort, ce spectre qui les glaçait, avait été chassé par le mari vivant. Le passé ressuscitait avec ses joies. Laurent remplaçait Camille. Toute raison de s'attrister disparaissait. Les invités pouvaient rire sans chagriner personne, et même ils devaient rire pour égayer l'excellente famille qui voulait bien les recevoir. Dès lors, Grivet et Michaud, qui depuis près de 18 mois venaient sous prétexte de consoler madame Raquin, purent mettre leur petite hypocrisie de côté et venir franchement pour s'endormir l'un en face de l'autre, au bruit sec des dominos. Et chaque semaine ramena un jeudi soir. Chaque semaine réunit une fois autour de la table ces têtes mortes et grotesques qui exaspéraient Thérèse jadis. La jeune femme parla de mettre ces gens à la porte. Ils l'irritaient avec leurs éclats de rire bêtes, avec leurs réflexions sottes. Mais Laurent lui fit comprendre qu'un pareil congé serait une faute. Il fallait autant que possible que le présent ressemblât au passé.
il fallait surtout conserver l'amitié de la police, de ces imbéciles qui les protégeaient contre tout soupçon. Thérèse plia. Les invités, bien reçus, virent avec béatitude s'étendre une longue suite de soirées tièdes devant eux. Ce fut vers cette époque que la vie des époux se dédoubla en quelque sorte. Le matin, lorsque le jour chassait les effrois de la nuit, Laurent s'habillait en toute hâte. Il n'était à son aise, il ne reprenait son calme égoïste que dans la salle à manger, attablé devant un énorme bol de café au lait que lui préparait Thérèse. Madame Raquin, impotente, pouvant à peine descendre à la boutique, le regardait manger avec des sourires maternels. Il avalait du pain grillé, il s'emplissait l'estomac, il se rassurait peu à peu. Après le café, il buvait un petit verre de cognac. Cela le remettait complètement. Il disait « À ce soir » à Madame Raquin et à Thérèse, sans jamais les embrasser. Puis il se rendait à son bureau en flânant. Le printemps venait. Les arbres des quais se couvraient de feuilles, d'une légère dentelle d'un vert pâle. En bas, la rivière coulait avec des bruits caressants. En haut, les rayons des premiers soleils avaient des tiédeurs douces. Laurent se sentait renaître dans l'air frais. Il respirait largement ces souffles de vie jeune qui descendent des cieux d'avril et de mai. Il cherchait le soleil, s'arrêtait pour regarder les reflets d'argent qui moiraient la Seine, écoutait les bruits des quais, se laissait pénétrer par les senteurs âcres du matin, jouissait par tous ses sens de la matinée claire et heureuse. Certes, il ne songeait guère à Camille. Quelquefois, il lui arrivait de contempler machinalement la morgue de l'autre côté de l'eau. Il pensait alors au noyé, en homme courageux qui penserait à une peur bête qu'il aurait eue. L'estomac plein, le visage rafraîchi, il retrouvait sa tranquillité épaisse. Il arrivait à son bureau et y passait la journée entière à bâiller, à attendre l'heure de la sortie. Il n'était plus qu'un employé comme les autres, abruti et ennuyé, ayant la tête vide. La seule idée qu'il eut alors était l'idée de donner sa démission et de louer un atelier. Il rêvait vaguement une nouvelle existence de paresse, et cela suffisait pour l'occuper jusqu'au soir. Jamais le souvenir de la boutique du passage ne venait le troubler. Le soir, après avoir désiré l'heure de la sortie depuis le matin, il sortait avec regret. Il reprenait les quais, sourdement troublé et inquiet. Il avait beau marcher lentement, il lui fallait enfin rentrer à la boutique. Là, l'épouvante l'attendait. Thérèse éprouvait les mêmes sensations. Tant que Laurent n'était pas auprès d'elle, elle se trouvait à l'aise. Elle avait congédié la femme de ménage, disant que tout traînait, que tout était sale dans la boutique et dans l'appartement. Des idées d'ordre lui venaient. La vérité était qu'elle avait besoin de marcher, d'agir, de briser ses membres roidis. Elle tournait toute la matinée, balayant, époussetant, nettoyant les chambres, lavant la vaisselle, faisant des besognes qui l'auraient écœurée autrefois. Jusqu'à midi, ses soins de ménage la tenaient sur les jambes, active et muette, sans lui laisser le temps de songer à autre chose qu'aux toiles d'araignée qui pendaient du plafond et qu'à la graisse qui salissait les assiettes. Alors, elle se mettait en cuisine, elle préparait le déjeuner. À table, Madame Raquin se désolait de la voir toujours se lever pour aller prendre les plats. Elle était émue et fâchée de l'activité que déployait sa nièce. Elle la grondait, et Thérèse répondait qu'il fallait faire des économies. Après le repas, la jeune femme s'habillait et se décidait enfin à rejoindre sa tante derrière le comptoir. Là, des somnolences la prenaient. Brisée par l'éveil, elle sommeillait. Elle cédait à l'engourdissement voluptueux qui s'emparait d'elle, dès qu'elle était assise. Ce n'était que de légers assoupissements, pleins d'un charme vague, qui calmaient ses nerfs. La pensée de Camille s'en allait. Elle goûtait ce repos profond des malades que leur douleur quitte tout d'un coup. Elle se sentait de chair assouplie, l'esprit libre. Elle s'enfonçait dans une sorte de néant tiède et réparateur. Sans ces quelques moments de calme, son organisme aurait éclaté sous la tension de son système nerveux. Elle y puisait les forces nécessaires pour souffrir encore et s'épouvanter la nuit suivante.
D'ailleurs, elle ne s'endormait point. Elle baissait à peine les paupières, perdue au fond d'un rêve de paix. Lorsqu'une cliente entrait, elle ouvrait les yeux, elle servait les quelques sous de marchandises demandées, puis retombait dans sa rêverie flottante. Elle passait ainsi 3 ou 4 heures, parfaitement heureuse, répondant par monosyllabes à sa tante, se laissant aller à une véritable jouissance, aux évanouissements qui lui ôtaient la pensée et qui l'affaissaient sur elle-même. Elle jetait à peine, de loin en loin, un coup d'œil dans le passage, se trouvant surtout à l'aise par les temps gris, lorsqu'il faisait noir, et qu'elle cachait sa lassitude au fond de l'ombre. Le passage humide, ignoble, traversé par un peuple de pauvres diables mouillés, dont les parapluies s'égouttaient sur les dalles, lui semblait l'allée d'un mauvais lieu, une sorte de corridor sale et sinistre où personne ne viendrait la chercher et la troubler. Par moments, en voyant les lueurs terreuses qui traînaient autour d'elle, en sentant l'odeur âcre de l'humidité, elle s'imaginait qu'elle venait d'être enterrée vive. Elle croyait se trouver dans la terre, au fond d'une fosse commune où grouillaient des morts. Et cette pensée la consolait, l'apaisait. Elle se disait qu'elle était en sûreté maintenant, qu'elle allait mourir, qu'elle ne souffrirait plus. D'autres fois, il lui fallait tenir les yeux ouverts. Suzanne lui rendait visite et restait à broder auprès du comptoir toute l'après-midi. La femme d'Olivier, avec son visage mou, avec ses gestes lents, plaisait maintenant à Thérèse, qui éprouvait un étrange soulagement à regarder cette pauvre créature toute dissoute. Elle en avait fait son amie, elle aimait à la voir à son côté, souriant d'un sourire pâle, vivant à demi, mettant dans la boutique une fade senteur de cimetière. Quand les yeux bleus de Suzanne, d'une transparence vitreuse, se fixaient sur les siens, elle éprouvait au fond de ses os un froid bienfaisant. Thérèse attendait ainsi 4 heures. À ce moment, elle se remettait en cuisine. Elle cherchait de nouveau la fatigue. Elle préparait le dîner de Laurent avec une hâte fébrile. Et quand son mari paraissait sur le seuil de la porte, sa gorge se serrait. L'angoisse tordait de nouveau tout son être. Chaque jour, les sensations des époux étaient à peu près les mêmes. Pendant la journée, lorsqu'ils ne se trouvaient pas face à face, ils goûtaient des heures délicieuses de repos. Le soir, dès qu'ils étaient réunis, un malaise poignant les envahissait. C'étaient d'ailleurs de calmes soirées. Thérèse et Laurent, qui frissonnaient à la pensée de rentrer dans leur chambre, faisaient durer la veillée le plus longtemps possible. Madame Raquin, à demi couchée au fond d'un large fauteuil, était placée entre eux et causait de sa voix placide. Elle parlait de Vernon, pensant toujours à son fils, mais évitant de le nommer, par une sorte de pudeur. Elle souriait à ses chers enfants, elle faisait pour eux des projets d'avenir. La lampe jetait sur sa face blanche des lueurs pâles. Ses paroles prenaient une douceur extraordinaire dans l'air mort et silencieux. Et, à ses côtés, les 2 meurtriers, muets, immobiles, semblaient l'écouter avec recueillement. À la vérité, ils ne cherchaient pas à suivre le sens des bavardages de la bonne vieille. Ils étaient simplement heureux de ce bruit de paroles douces qui les empêchait d'entendre l'éclat de leurs pensées. Ils n'osaient se regarder. Ils regardaient madame Raquin pour avoir une contenance. Jamais ils ne parlaient de se coucher. Ils seraient restés là jusqu'au matin, dans le radotage caressant de l'ancienne mercière, dans l'apaisement qu'elle mettait autour d'elle, si elle n'avait pas témoigné elle-même le désir de gagner son lit. Alors, seulement, ils quittaient la salle à manger et rentraient chez eux avec désespoir, comme on se jette au fond d'un gouffre. À ces soirées intimes, ils préférèrent bientôt de beaucoup les soirées du jeudi. Quand ils étaient seuls avec madame Raquin, ils ne pouvaient s'étourdir. Le mince filet de voix de leur tante, sa gaieté attendrie, n'étouffait pas les cris qui les déchiraient. Ils sentaient venir l'heure du coucher, ils frémissaient lorsque, par hasard, ils rencontraient du regard la porte de leur chambre. L'attente de l'instant où ils seraient seuls devenait de plus en plus cruelle à mesure que la soirée avançait. Le jeudi, au contraire, ils se grisaient de sottises, ils oubliaient mutuellement leur présence, ils souffraient moins.
Thérèse elle-même finit par souhaiter ardemment les journées de réception. Si Michaud et Grivet n'étaient pas venus, elle serait allée les chercher. Lorsqu'il y avait des étrangers dans la salle à manger, entre elle et Laurent, elle se sentait plus calme. Elle aurait voulu qu'il y eût toujours là des invités, du bruit, quelque chose qui l'étourdit et l'isolât. Devant le monde, elle montrait une sorte de gaieté nerveuse. Laurent retrouvait, lui aussi, ses grosses plaisanteries de paysans, ses rires gras, ses farces d'anciens rapins. Jamais les réceptions n'avaient été si gaies ni si bruyantes. C'est ainsi qu'une fois par semaine, Laurent et Thérèse pouvaient rester face à face sans frissonner. Bientôt une crainte les prit. La paralysie gagnait peu à peu madame Raquin, et ils prévirent le jour où elle serait clouée dans son fauteuil, impotente et hébétée. La pauvre vieille commençait à balbutier des lambeaux de phrases qui se cousaient mal les uns aux autres. Sa voix faiblissait, ses membres se mouraient un à un. Elle devenait une chose. Thérèse et Laurent voyaient avec effroi s'en aller cet être qui les séparait encore et dont la voix les tirait de leurs mauvais rêves. Quand l'intelligence aurait abandonné l'ancienne mercière et qu'elle resterait muette et roidie au fond de son fauteuil, ils se trouveraient seuls. Le soir, ils ne pourraient plus échapper à un tête-à-tête redoutable. Alors, leur épouvante commencerait à 6 heures, au lieu de commencer à minuit. Ils en deviendraient fous. Tous leurs efforts tendirent à conserver à madame Raquin une santé qui leur était si précieuse. Ils firent venir des médecins, ils furent aux petits soins auprès d'elle. Ils trouvèrent même dans ce métier de garde-malade un oubli, un apaisement qui les engagea à redoubler de zèle. Ils ne voulaient pas perdre un tiers qui leur rendait les soirées supportables. Ils ne voulaient pas que la salle à manger, que la maison tout entière devint un lieu cruel et sinistre comme leur chambre. Madame Raquin fut singulièrement touchée des soins empressés qu'ils lui prodiguaient. Elle s'applaudissait avec des larmes de les avoir unis et de leur avoir abandonné ses 40 et quelques mille francs. Jamais, après la mort de son fils, elle n'avait compté sur une pareille affection à ses dernières heures. Sa vieillesse était toute attiédie par la tendresse de ses chers enfants. Elle ne sentait pas la paralysie implacable qui, malgré tout, la roidissait davantage chaque jour. Cependant, Thérèse et Laurent menaient leur double existence. Il y avait en chacun d'eux comme deux êtres bien distincts. Un être nerveux et épouvanté, qui frissonnait dès que tombait le crépuscule, et un être engourdi et oublieux, qui respirait à l'aise dès que se levait le soleil. Ils vivaient deux vies, ils criaient d'angoisse, seul à seul, et ils souriaient paisiblement lorsqu'il y avait du monde. Jamais leur visage, en public, ne laissait deviner les souffrances qui venaient de les déchirer dans l'intimité. Ils paraissaient calmes et heureux, ils cachaient instinctivement leurs maux. Personne n'aurait soupçonné, à les voir si tranquilles pendant le jour, que les hallucinations les torturaient chaque nuit. On les eût pris pour un ménage béni du ciel, vivant en pleine félicité. Grivet les appelait galamment les tourtereaux. Lorsque leurs yeux étaient cernés par des veilles prolongées, ils les plaisantaient, ils demandaient à quand le baptême. Et toute la société riait. Laurent et Thérèse pâlissaient à peine, parvenaient à sourire. Ils s'habituaient aux plaisanteries risquées du vieil employé. Tant qu'ils se trouvaient dans la salle à manger, ils étaient maîtres de leur terreur. L'esprit ne pouvait deviner l'effroyable changement qui se produisait en eux lorsqu'ils s'enfermaient dans la chambre à coucher. Le jeudi soir surtout, ce changement était d'une brutalité si violente qu'il semblait s'accomplir dans un monde surnaturel. Le drame de leur nuit, par son étrangeté, par ses emportements sauvages, dépassait toute croyance et restait profondément caché au fond de leur être endolori. Ils auraient parlé, qu'on les eût crus fous. « Sont-ils heureux, ces amoureux-là » disait souvent le vieux Michaud. « Ils ne causent guère, mais ils n'en pensent pas moins. Je parie qu'ils se dévorent de caresses, quand nous ne sommes plus là. » Telle était l'opinion de toute la société. Il arriva que Thérèse et Laurent furent donnés comme un ménage modèle. Le passage du Pont-Neuf entier célébrait l'affection, le bonheur tranquille, la lune de miel éternelle des deux époux.
Eux seuls savaient que le cadavre de Camille couchait entre eux. Eux seuls sentaient, sous la chair calme de leur visage, les contractions nerveuses qui, la nuit, tiraient horriblement leurs traits et changeaient l'expression placide de leur physionomie en un masque ignoble et douloureux. Chapitre 25. Au bout de 4 mois, Laurent songea à retirer les bénéfices qu'il s'était promis de son mariage. Il aurait abandonné sa femme et se serait enfui devant le spectre de Camille 3 jours après la noce, si son intérêt ne l'eût pas cloué dans la boutique du passage. Il acceptait ces nuits de terreur. Il restait au milieu des angoisses qui l'étouffaient, pour ne pas perdre les profits de son crime. En quittant Thérèse, il retombait dans la misère. Il était forcé de conserver son emploi. En demeurant auprès d'elle, il pouvait au contraire contenter ses appétits de paresse, vivre grassement, sans rien faire, sur les rentes que madame Raquin avait mises au nom de sa femme. Il est à croire qu'il se serait sauvé avec les 40 000 francs, s'il avait pu les réaliser. Mais la vieille mercière, conseillée par Michaud, avait eu la prudence de sauvegarder dans le contrat les intérêts de sa nièce. Laurent se trouvait ainsi attaché à Thérèse par un lien puissant. En dédommagement de ces nuits atroces, il voulut au moins se faire entretenir dans une oisiveté heureuse, bien nourri, chaudement vêtu, ayant en poche l'argent nécessaire pour contenter ses caprices. À ce prix seul, il consentait à coucher avec le cadavre du noyé. Un soir, il annonça à madame Raquin et à sa femme qu'il avait donné sa démission et qu'il quittait son bureau à la fin de la quinzaine. Thérèse eut un geste d'inquiétude. Il se hâta d'ajouter qu'il allait louer un petit atelier où il se remettrait à faire de la peinture. Il s'étendit longuement sur les ennuis de son emploi, sur les larges horizons que l'art lui ouvrait. Maintenant qu'il avait quelques sous et qu'il pouvait tenter le succès, il voulait voir s'il n'était pas capable de grandes choses. La tirade qu'il déclama à ce propos cachait simplement une féroce envie de reprendre son ancienne vie d'atelier. Thérèse, les lèvres pincées, ne répondit pas. Elle n'entendait point que Laurent lui dépensât la petite fortune qui assurait sa liberté. Lorsque son mari la pressa de questions pour obtenir son consentement, elle fit quelques réponses sèches. Elle lui donna à comprendre que, s'il quittait son bureau, il ne gagnerait plus rien et serait complètement à sa charge. Tandis qu'elle parlait, Laurent la regardait d'une façon aiguë qui la troubla et arrêta dans sa gorge le refus qu'elle allait formuler. Elle crut lire dans les yeux de son complice cette pensée menaçante. « Je dis tout, si tu ne consens pas. » Elle se mit à balbutier. Madame Raquin s'écria alors que le désir de son cher fils était trop juste et qu'il fallait lui donner les moyens de devenir un homme de talent. La bonne dame gâtait Laurent comme elle avait gâté Camille. Elle était tout amollie par les caresses que lui prodiguait le jeune homme. Elle lui appartenait et se rangeait toujours à son avis. Il fut donc décidé que l'artiste louerait un atelier et qu'il toucherait 100 francs par mois pour les divers frais qu'il aurait à faire. Le budget de la famille fut ainsi réglé. Les bénéfices réalisés dans le commerce de mercerie paieraient le loyer de la boutique et de l'appartement et suffiraient presque aux dépenses journalières du ménage. Laurent prendrait le loyer de son atelier et ses 100 francs par mois sur les 2000 et quelques 100 francs de rente. Le reste de ces rentes serait appliqué aux besoins communs. De cette façon, on n'entamerait pas le capital. Thérèse se tranquillisa un peu. Elle fit jurer à son mari de ne jamais dépasser la somme qui lui était allouée. D'ailleurs, elle se disait que Laurent ne pouvait s'emparer des 40 000 francs sans avoir sa signature, et elle se promettait bien de ne signer aucun papier. Dès le lendemain, Laurent loua, vers le bas de la rue Mazarine, un petit atelier qu'il convoitait depuis 1 mois. Il ne voulait pas quitter son emploi sans avoir un refuge pour passer tranquillement ses journées, loin de Thérèse. Au bout de la quinzaine, il fit ses adieux à ses collègues. Grivet fut stupéfait de son départ.
Un jeune homme, disait-il, qui avait devant lui un si bel avenir. Un jeune homme qui en était arrivé, en 4 années, au chiffre d'appointement que lui, Grivet, avait mis 20 ans à atteindre. Laurent le stupéfia encore davantage en lui disant qu'il allait se remettre tout entier à la peinture. Enfin, l'artiste s'installa dans son atelier. Cet atelier était une sorte de grenier carré, long et large d'environ 5 ou 6 mètres. Le plafond s'inclinait brusquement, en pente raide, percé d'une large fenêtre qui laissait tomber une lumière blanche et crue sur le plancher et sur les murs noirâtres. Les bruits de la rue ne montaient pas jusqu'à ces hauteurs. La pièce, silencieuse, blafarde, s'ouvrant en haut sur le ciel, ressemblait à un trou, à un caveau creusé dans une argile grise. Laurent meubla ce caveau tant bien que mal. Il y apporta 2 chaises dépaillées, une table qu'il appuya contre un mur pour qu'elle ne se laissât pas glisser à terre, un vieux buffet de cuisine, sa boîte à couleurs et son ancien chevalet. Tout le luxe du lieu consista en un vaste divan qu'il acheta 30 francs chez un brocanteur. Il resta 15 jours sans songer seulement à toucher à ses pinceaux. Il arrivait entre 8 et 9 heures, fumait, se couchait sur le divan, attendait midi, heureux d'être au matin et d'avoir encore devant lui de longues heures de jour. À midi, il allait déjeuner, puis il se hâtait de revenir, pour être seul, pour ne plus voir le visage pâle de Thérèse. Alors il digérait, il dormait, il se vautrait jusqu'au soir. Son atelier était un lieu de paix où il ne tremblait pas. Un jour, sa femme lui demanda à visiter son cher refuge. Il refusa. Et comme, malgré son refus, elle vint frapper à sa porte, il n'ouvrit pas. Il lui dit le soir qu'il avait passé la journée au musée du Louvre. Il craignait que Thérèse n'introduisît avec elle le spectre de Camille. L'oisiveté finit par lui peser. Il acheta une toile et des couleurs, il se mit à l'œuvre. N'ayant pas assez d'argent pour payer des modèles, il résolut de peindre au gré de sa fantaisie, sans se soucier de la nature. Il entreprit une tête d'homme. D'ailleurs, il ne se cloîtra plus autant. Il travailla pendant 2 ou 3 heures chaque matin et employa ses après-midi à flâner ici et là, dans Paris et dans la banlieue. Ce fut en rentrant d'une de ces longues promenades qu'il rencontra, devant l'Institut, son ancien ami de collège, qui avait obtenu un joli succès de camaraderie au dernier salon. « Comment ? C'est toi ?» s'écria le peintre. « Ah, mon pauvre Laurent, je ne t'aurais jamais reconnu. Tu as maigri. »« Je me suis marié, » répondit Laurent d'un ton embarrassé. « Marié, toi ? Ça ne m'étonne plus de te voir tout drôle. Et que fais-tu maintenant ? » ?»« J'ai loué un petit atelier. Je peins un peu, le matin. » Laurent conta son mariage en quelques mots, puis il exposa ses projets d'avenir d'une voix fiévreuse. Son ami le regardait d'un air étonné qui le troublait et l'inquiétait. La vérité était que le peintre ne retrouvait pas dans le mari de Thérèse le garçon épais et commun qu'il avait connu autrefois. Il lui semblait que Laurent prenait des allures distinguées. Le visage s'était aminci et avait des pâleurs de bon goût. Le corps entier se tenait plus digne et plus souple. « Mais tu deviens joli garçon » ne put s'empêcher de s'écrier l'artiste. « Tu as une tenue d'ambassadeur. C'est du dernier chic. » « À quelle école es-tu donc ?» L'examen qu'il subissait pesait beaucoup à Laurent. Il n'osait s'éloigner d'une façon brusque. « Veux-tu monter un instant à mon atelier ?» demanda-t-il enfin à son ami, qui ne le quittait pas. « Volontiers, » répondit celui-ci. Le peintre, ne se rendant pas compte des changements qu'il observait, était désireux de visiter l'atelier de son ancien camarade. Certes, il ne montait pas 5 étages pour voir les nouvelles œuvres de Laurent, qui allaient sûrement lui donner des nausées. Il avait la seule envie de contenter sa curiosité. Quand il fut monté et qu'il eut jeté un coup d'œil sur les toiles accrochées au mur, son étonnement redoubla. Il y avait là 5 études, 2 têtes de femmes et 3 têtes d'hommes, peintes avec une véritable énergie. L'allure en était grasse et solide,
chaque morceau s'enlevait par taches magnifiques sur les fonds d'un gris clair. L'artiste s'approcha vivement et, stupéfait, ne cherchant pas à cacher sa surprise. « C'est toi qui as fait cela ?» demanda-t-il à Laurent. « Oui, » répondit celui-ci. « Ce sont des esquisses qui me serviront pour un grand tableau que je prépare. »« Voyons, pas de blague. Tu es vraiment l'auteur de ces machines-là ?»« Eh oui, pourquoi ne serais-je pas l'auteur ?» Le peintre n'osa répondre. « Parce que ces toiles sont d'un artiste, et que tu n'as jamais été qu'un ignoble maçon. » Il resta longtemps en silence devant les études. Certes, ces études étaient gauches, mais elles avaient une étrangeté, un caractère si puissant qu'elles annonçaient un sens artistique des plus développés. On eût dit de la peinture vécue. Jamais l'ami de Laurent n'avait vu des ébauches si pleines de hautes promesses. Quand il eut bien examiné les toiles, il se tourna vers l'auteur. « Là, franchement, lui dit-il, je ne t'aurais pas cru capable de peindre ainsi. Où diable as-tu appris à avoir du talent ? Ça ne s'apprend pas, d'ordinaire. » Et il considérait Laurent, dont la voix lui semblait plus douce, dont chaque geste avait une sorte d'élégance. Il ne pouvait deviner l'effroyable secousse qui avait changé cet homme, en développant en lui des nerfs de femme, des sensations aiguës et délicates. Sans doute un phénomène étrange s'était accompli dans l'organisme du meurtrier de Camille. Il est difficile à l'analyse de pénétrer à de telles profondeurs. Laurent était peut-être devenu artiste comme il était devenu peureux, à la suite du grand détraquement qui avait bouleversé sa chair et son esprit. Auparavant, il étouffait sous le poids lourd de son sang. Il restait aveuglé par l'épaisse vapeur de santé qui l'entourait. Maintenant, maigri, frissonnant, il avait la verve inquiète, les sensations vives et poignantes des tempéraments nerveux. Dans la vie de terreur qu'il menait, sa pensée délirait et montait jusqu'à l'extase du génie. La maladie en quelque sorte morale, la névrose dont tout son être était secoué, développait en lui un sens artistique d'une lucidité étrange. Depuis qu'il avait tué, sa chair s'était comme allégée, son cerveau éperdu lui semblait immense, et, dans ce brusque agrandissement de sa pensée, il voyait passer des créations exquises, des rêveries de poète. Et c'est ainsi que ses gestes avaient pris une distinction subite. C'est ainsi que ses œuvres étaient belles, rendues tout d'un coup personnelles et vivantes. Son ami n'essaya pas davantage de s'expliquer la naissance de cet artiste. Il s'en alla avec son étonnement. Avant de partir, il regarda encore les toiles et dit à Laurent : « Je n'ai qu'un reproche à te faire. C'est que toutes tes études ont un air de famille. Ces 5 têtes se ressemblent. Les femmes elles-mêmes prennent je ne sais quelle allure violente qui leur donne l'air d'hommes déguisés. Tu comprends ? Si tu veux faire un tableau avec ces ébauches-là, il faudra changer quelques-unes des physionomies. Tes personnages ne peuvent pas être tous frères, cela ferait rire. » Il sortit de l'atelier et ajouta sur le carré en riant : « Vrai, mon vieux, ça me fait plaisir de t'avoir vu. Maintenant, je vais croire au miracle. Bon Dieu, es-tu comme il faut ?» Il descendit. Laurent rentra dans l'atelier, vivement troublé. Lorsque son ami lui avait fait l'observation que toutes ces têtes d'études avaient un air de famille, il s'était brusquement tourné pour cacher sa pâleur. C'est que déjà cette ressemblance fatale l'avait frappé. Il revint lentement se placer devant les toiles. À mesure qu'il les contemplait, qu'il passait de l'une à l'autre, une sueur glacée lui mouillait le dos. « Il a raison, » murmura-t-il. « Ils se ressemblent tous. » « Ils ressemblent à Camille. » Il se recula. Il s'assit sur le divan, sans pouvoir détacher les yeux des têtes d'études. La première était une face de vieillard, avec une longue barbe blanche. Sous cette barbe blanche, l'artiste devinait le menton maigre de Camille. La seconde représentait une jeune fille blonde,
et cette jeune fille le regardait avec les yeux bleus de sa victime. Les 3 autres figures avaient chacune quelques traits du Noyer. On eût dit Camille grimée en vieillard, en jeune fille, prenant le déguisement qu'il plaisait au peintre de lui donner, mais gardant toujours le caractère général de sa physionomie. Il existait une autre ressemblance terrible entre ces têtes. Elles paraissaient souffrantes et terrifiées. Elles étaient comme écrasées sous le même sentiment d'horreur. Chacune avait un léger pli à gauche de la bouche qui tirait les lèvres et les faisait grimacer. Ce pli, que Laurent se rappela avoir vu sur la face convulsionnée du Noyer, les frappait d'un signe d'ignoble parenté. Laurent comprit qu'il avait trop regardé Camille à la morgue. L'image du cadavre s'était gravée profondément en lui. Maintenant, sa main, sans qu'il en eût conscience, traçait toujours les lignes de ce visage atroce dont le souvenir le suivait partout. Peu à peu, le peintre, qui se renversait sur le divan, crut voir les figures s'animer. Et il eut 5 Camilles devant lui, 5 Camilles que ses propres doigts avaient puissamment créées, et qui, par une étrangeté effrayante, prenaient tous les âges et tous les sexes. Il se leva, il lacéra les toiles et les jeta dehors. Il se disait qu'il mourrait d'effroi dans son atelier s'il le peuplait lui-même des portraits de sa victime. Une crainte venait de le prendre. Il redoutait de ne pouvoir plus dessiner une tête sans dessiner celle du Noyer. Il voulut savoir tout de suite s'il était maître de sa main. Il posa une toile blanche sur son chevalet. Puis, avec un bout de fusain, il indiqua une figure en quelques traits. La figure ressemblait à Camille. Laurent effaça brusquement cette esquisse et en tenta une autre. Pendant 1 heure, il se débattit contre la fatalité qui poussait ses doigts. À chaque nouvel essai, il revenait à la tête du Noyer. Il avait beau tendre sa volonté, éviter les lignes qu'il connaissait si bien. Malgré lui, il traçait ces lignes. Il obéissait à ses muscles, à ses nerfs révoltés. Il avait d'abord jeté les croquis rapidement. Il s'appliqua ensuite à conduire le fusain avec lenteur. Le résultat fut le même. Camille, grimaçant et douloureux, apparaissait sans cesse sur la toile. L'artiste esquissa successivement les têtes les plus diverses, des têtes d'anges, de vierges avec des auréoles, de guerriers romains coiffés de leurs casques, d'enfants blonds et roses, de vieux bandits couturés de cicatrices. Toujours le Noyer renaissait. Il était tour à tour ange, vierge, guerrier, enfant et bandit. Alors Laurent se jeta dans la caricature. Il exagéra les traits, il fit des profils monstrueux, il inventa des têtes grotesques, et il ne réussit qu'à rendre plus horribles les portraits frappants de sa victime. Il finit par dessiner des animaux, des chiens et des chats. Les chiens et les chats ressemblaient vaguement à Camille. Une rage sourde s'était emparée de Laurent. Il creva la toile d'un coup de poing, en songeant avec désespoir à son grand tableau. Maintenant, il n'y fallait plus penser. Il sentait bien que, désormais, il ne dessinerait plus que la tête de Camille. Et, comme le lui avait dit son ami, des figures qui se ressembleraient toutes feraient rire. Il s'imaginait ce qu'aurait été son œuvre. Il voyait sur les épaules de ces personnages, des hommes et des femmes, la face blafarde et épouvantée du Noyer. L'étrange spectacle qu'il évoquait ainsi lui parut d'un ridicule atroce et l'exaspéra. Ainsi, il n'oserait plus travailler. Il redouterait toujours de ressusciter sa victime au moindre coup de pinceau. S'il voulait vivre paisible dans son atelier, il devrait ne jamais y peindre. Cette pensée que ses doigts avaient la faculté fatale et inconsciente de reproduire sans cesse le portrait de Camille lui fit regarder sa main avec terreur. Il lui semblait que cette main ne lui appartenait plus. Chapitre 26. La crise dont madame Raquin était menacée se déclara.
Brusquement, la paralysie, qui depuis plusieurs mois rampait le long de ses membres, toujours près de l'étreindre, la prit à la gorge et lui lia le corps. Un soir, comme elle s'entretenait paisiblement avec Thérèse et Laurent, elle resta, au milieu d'une phrase, la bouche béante. Il lui semblait qu'on l'étranglait. Quand elle voulut crier, appeler au secours, elle ne put balbutier que des sons rauques. Sa langue était devenue de pierre. Ses mains et ses pieds s'étaient roidis. Elle se trouvait frappée de mutisme et d'immobilité. Thérèse et Laurent se levèrent, effrayés devant ce coup de foudre, qui tordit la vieille mercière en moins de 5 secondes. Quand elle fut roide et qu'elle fixa sur eux des regards suppliants, ils la pressèrent de questions pour connaître la cause de sa souffrance. Elle ne put répondre. Elle continua à les regarder avec une angoisse profonde. Ils comprirent alors qu'ils n'avaient plus qu'un cadavre devant eux, un cadavre vivant à moitié, qui les voyait et les entendait, mais qui ne pouvait leur parler. Cette crise les désespéra. Au fond, ils se souciaient peu des douleurs de la paralytique. Ils pleuraient sur eux, qui vivraient désormais dans un éternel tête-à-tête. Dès ce jour, la vie des époux devint intolérable. Ils passèrent des soirées cruelles en face de la vieille impotente qui n'en dormait plus leur effroi de ses doux radotages. Elle gisait dans un fauteuil, comme un paquet, comme une chose, et ils restaient seuls, au debout de la table, embarrassés et inquiets. Ce cadavre ne les séparait plus. Par moments, ils l'oubliaient, ils le confondaient avec les meubles. Alors leurs épouvantes de la nuit les prenaient. La salle à manger devenait, comme la chambre, un lieu terrible où se dressait le spectre de Camille. Ils souffrirent ainsi 4 ou 5 heures de plus par jour. Dès le crépuscule, ils frissonnaient, baissant l'abat-jour de la lampe pour ne pas se voir, tâchant de croire que madame Raquin allait parler et leur rappeler ainsi sa présence. S'ils la gardaient, s'ils ne se débarrassaient pas d'elle, c'est que ses yeux vivaient encore, et qu'ils éprouvaient parfois quelque soulagement à les regarder se mouvoir et briller. Ils plaçaient toujours la vieille impotente sous la clarté crue de la lampe, afin de bien éclairer son visage et de la voir sans cesse devant eux. Ce visage mou et blafard eût été un spectacle insoutenable pour d'autres, mais ils éprouvaient un tel besoin de compagnie qu'ils y reposaient leurs regards avec une véritable joie. On eût dit le masque dissous d'une morte, au milieu duquel on aurait mis 2 yeux vivants. Ses yeux seuls bougeaient, roulant rapidement dans leur orbite. Les joues, la bouche étaient comme pétrifiées. Elle gardait une immobilité qui épouvantait. Lorsque madame Raquin se laissait aller au sommeil et baissait les paupières, sa face, alors toute blanche et toute muette, était vraiment celle d'un cadavre. Thérèse et Laurent, qui ne sentaient plus personne avec eux, faisaient du bruit jusqu'à ce que la paralytique eût relevé les paupières et les eût regardés. Ils l'obligeaient ainsi à rester éveillés. Ils la considéraient comme une distraction qui les tirait de leurs mauvais rêves. Depuis qu'elle était infirme, il fallait la soigner ainsi qu'un enfant. Les soins qu'ils lui prodiguaient les forçaient à secouer leurs pensées. Le matin, Laurent la levait, la portait dans son fauteuil, et, le soir, il la remettait sur son lit. Elle était lourde encore. Il devait user de toute sa force pour la prendre délicatement entre ses bras et la transporter. C'était également lui qui roulait son fauteuil. Les autres soins regardaient Thérèse. Elle habillait l'impotente, elle la faisait manger, elle cherchait à comprendre ses moindres désirs. Madame Raquin conserva pendant quelques jours l'usage de ses mains. Elle put écrire sur une ardoise et demander ainsi ce dont elle avait besoin. Puis ses mains moururent. Il lui devint impossible de les soulever et de tenir un crayon. Dès lors, elle n'eut plus que le langage du regard. Il fallut que sa nièce devinât ce qu'elle désirait. La jeune femme se voua au rude métier de garde-malade. Cela lui créa une occupation de corps et d'esprit qui lui fit grand bien. Les époux, pour ne point rester face à face, roulaient dès le matin, dans la salle à manger, le fauteuil de la pauvre vieille. Ils la portaient entre eux, comme si elle eût été nécessaire à leur existence. Ils la faisaient assister à leurs repas, à toutes leurs entrevues.
il feignait de ne pas comprendre lorsqu'elle témoignait le désir de passer dans sa chambre. Elle n'était bonne qu'à rompre leur tête-à-tête. Elle n'avait pas le droit de vivre à part. À 8 heures, Laurent allait à son atelier. Thérèse descendait à la boutique. La paralytique demeurait seule dans la salle à manger jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, elle se trouvait seule de nouveau jusqu'à 6 heures. Souvent, pendant la journée, sa nièce montait et tournait autour d'elle, s'assurant si elle ne manquait de rien. Les amis de la famille ne savaient quels éloges inventer pour exalter les vertus de Thérèse et de Laurent. Les réceptions du jeudi continuèrent, et l'impotente y assista, comme par le passé. On approchait son fauteuil de la table. De 8 heures à 11 heures, elle tenait les yeux ouverts, regardant tour à tour les invités avec des lueurs pénétrantes. Les premiers jours, le vieux Michaud et Grivet demeurèrent un peu embarrassés en face du cadavre de leur vieille amie. Ils ne savaient quelle contenance tenir. Ils n'éprouvaient qu'un chagrin médiocre, et ils se demandaient dans quelle juste mesure il était convenable de s'attrister. Fallait-il parler à cette face morte? Fallait-il ne pas s'en occuper du tout? Peu à peu, ils prirent le parti de traiter madame Raquin comme si rien ne lui était arrivé. Ils finirent par feindre d'ignorer complètement son état. Ils causaient avec elle, faisaient les demandes et les réponses, riant pour elle et pour eux, ne se laissant jamais démonter par l'expression rigide de son visage. Ce fut un étrange spectacle. Ces hommes avaient l'air de parler raisonnablement à une statue, comme les petites filles parlent à leurs poupées. La paralytique se tenait roide et muette devant eux, et ils bavardaient. Et ils multipliaient les gestes, ayant avec elle des conversations très animées. Michaud et Grivet s'applaudirent de leur excellente tenue. En agissant ainsi, ils croyaient faire preuve de politesse. Ils s'évitaient, en outre, l'ennui des condoléances d'usage. Madame Raquin devait être flattée de se voir traitée en personne bien portante, et, dès lors, il leur était permis de s'égayer en sa présence sans le moindre scrupule. Grivet eut une manie. Il affirma qu'il s'entendait parfaitement avec madame Raquin, qu'elle ne pouvait le regarder sans qu'il comprît sur-le-champ ce qu'elle désirait. C'était encore là une attention délicate. Seulement, à chaque fois, Grivet se trompait. Souvent, il interrompait la partie de domino. Il examinait la paralytique dont les yeux suivaient paisiblement le jeu, et il déclarait qu'elle demandait telle ou telle chose. Vérification faite, madame Raquin ne demandait rien du tout ou demandait une chose toute différente. Cela ne décourageait pas Grivet qui lançait un victorieux « Quand je vous le disais » et qui recommençait quelques minutes plus tard. C'était une bien autre affaire lorsque l'impotente témoignait ouvertement un désir. Thérèse, Laurent, les invités nommaient l'un après l'autre les objets qu'elle pouvait souhaiter. Grivet se faisait alors remarquer par la maladresse de ses offres. Il nommait tout ce qui lui passait par la tête, au hasard, offrant toujours le contraire de ce que madame Raquin désirait. Ce qui ne lui empêchait pas de répéter « Moi, je lis dans ses yeux comme dans un livre. Tenez, elle me dit que j'ai raison. N'est-ce pas, chère dame? Oui, oui. » D'ailleurs, ce n'était pas une chose facile que de saisir les souhaits de la pauvre vieille. Thérèse seule avait cette science. Elle communiquait assez aisément avec cette intelligence murée, vivante encore et enterrée au fond d'une chair morte. Que se passait-il dans cette misérable créature qui vivait juste assez pour assister à la vie sans y prendre part? Elle voyait, elle entendait, elle raisonnait sans doute d'une façon nette et claire, et elle n'avait plus le geste, elle n'avait plus la voix pour exprimer au dehors les pensées qui naissaient en elle. Ses idées l'étouffaient peut-être. Elle n'aurait pu lever la main, ouvrir la bouche, quand même un de ses mouvements, une de ses paroles eût décidé des destinées du monde. Son esprit était comme un de ces vivants qu'on ensevelit par mégarde et qui se réveillent dans la nuit de la terre, à 2 ou 3 mètres au-dessous du sol. Ils crient, ils se débattent, et l'on passe sur eux sans entendre leur atroce lamentation. Souvent,
Laurent regardait madame Raquin, les lèvres serrées, les mains allongées sur les genoux, mettant toute sa vie dans ses yeux vifs et rapides. Et il se disait « Qui sait à quoi elle peut penser toute seule ? Il doit se passer quelque drame cruel au fond de cette morte. » Laurent se trompait. Madame Raquin était heureuse, heureuse des soins et de l'affection de ses chers enfants. Elle avait toujours rêvé de finir comme cela, lentement, au milieu de dévouements et de caresses. Certes, elle aurait voulu conserver la parole pour remercier ses amis qui l'aidaient à mourir en paix. Mais elle acceptait son état sans révolte. La vie paisible et retirée qu'elle avait toujours menée, les douceurs de son tempérament lui empêchaient de sentir trop rudement les souffrances du mutisme et de l'immobilité. Elle était redevenue enfant, elle passait des journées sans ennui, à regarder devant elle, à songer au passé. Elle finit même par goûter des charmes à rester bien sage dans son fauteuil, comme une petite fille. Ses yeux prenaient chaque jour une douceur, une clarté plus pénétrante. Elle en était arrivée à se servir de ses yeux comme d'une main, comme d'une bouche, pour demander et remercier. Elle suppléait, ainsi, d'une façon étrange et charmante, aux organes qui lui faisaient défaut. Ses regards étaient beaux, d'une beauté céleste, au milieu de sa face dont les chairs pendaient molles et grimaçantes. Depuis que ses lèvres tordues et inertes ne pouvaient plus sourire, elle souriait du regard avec des tendresses adorables. Des lueurs humides passaient et des rayons d'aurore sortaient des orbites. Rien n'était plus singulier que ses yeux qui riaient comme des lèvres dans ce visage mort. Le bas du visage restait morne et blafard, le haut s'éclairait divinement. C'était surtout pour ses chers enfants qu'elle mettait ainsi toutes ses reconnaissances, toutes les affections de son âme dans un simple coup d'œil. Lorsque, le soir et le matin, Laurent la prenait entre ses bras pour la transporter, elle le remerciait avec amour par des regards pleins d'une tendre effusion. Elle vécut ainsi pendant plusieurs semaines, attendant la mort, se croyant à l'abri de tout nouveau malheur. Elle pensait avoir payé sa part de souffrance. Elle se trompait. Un soir, un effroyable coup l'écrasa. Thérèse et Laurent avaient beau la mettre entre eux, en pleine lumière, elle ne vivait plus assez pour les séparer et les défendre contre leurs angoisses. Quand ils oubliaient qu'elle était là, qu'elle les voyait et les entendait, la folie les prenait. Ils apercevaient Camille et cherchaient à le chasser. Alors, ils balbutiaient, ils laissaient échapper malgré eux des aveux, des phrases qui finirent par tout révéler à madame Raquin. Laurent eut une sorte de crise pendant laquelle il parla comme un halluciné. Brusquement, la paralytique comprit. Une effrayante contraction passa sur son visage et elle éprouva une telle secousse que Thérèse crut qu'elle allait bondir et crier. Puis elle retomba dans une rigidité de fer. Cette espèce de choc fut d'autant plus épouvantable qu'il sembla galvaniser un cadavre. La sensibilité, un instant rappelée, disparut. L'impotente demeura plus écrasée, plus blafarde. Ses yeux, si doux d'ordinaire, étaient devenus noirs et durs, pareils à des morceaux de métal. Jamais désespoir n'était tombé plus rudement dans un être. La sinistre vérité, comme un éclair, brûla les yeux de la paralytique et entra en elle avec le heurt suprême d'un coup de foudre. Si elle avait pu se lever, jeter le cri d'horreur qui montait à sa gorge, maudire les assassins de son fils, elle eût moins souffert. Mais, après avoir tout entendu, tout compris, il lui fallut rester immobile et muette, gardant en elle l'éclat de sa douleur. Il lui sembla que Thérèse et Laurent l'avaient liée, clouée sur son fauteuil pour l'empêcher de s'élancer, et qu'il prenait un atroce plaisir à lui répéter « Nous avons tué Camille », après avoir posé sur ses lèvres un bâillon qui étouffait ses sanglots. L'épouvante, l'angoisse couraient furieusement dans son corps, sans trouver une issue.
Elle faisait des efforts surhumains pour soulever le poids qui l'écrasait, pour dégager sa gorge et trouver ainsi passage au flot de son désespoir. Et vainement elle tendait ses dernières énergies. Elle sentait sa langue froide contre son palais, elle ne pouvait s'arracher de la mort. Une impuissance de cadavre la tenait rigide. Ses sensations ressemblaient à celles d'un homme tombé en léthargie, qu'on enterrerait et qui, bâillonné par les liens de sa chair, entendrait sur sa tête le bruit sourd des pelletées de sable. Le ravage qui se fit dans son cœur fut plus terrible encore. Elle sentit en elle un écroulement qui la brisa. Sa vie entière était désolée, toutes ses tendresses, toutes ses bontés, tous ses dévouements venaient d'être brutalement renversés et foulés aux pieds. Elle avait mené une vie d'affection et de douceur, et, à ces heures dernières, lorsqu'elle allait emporter dans la tombe la croyance au bonheur calme de l'existence, une voix lui criait que tout est mensonge et que tout est crime. Le voile qui se déchirait lui montrait, au-delà des amours et des amitiés qu'elle avait cru voir, un spectacle effroyable de sang et de honte. Elle eût injurié Dieu si elle avait pu crier un blasphème. Dieu l'avait trompée pendant plus de 60 ans, en la traitant en petite fille douce et bonne, en amusant ses yeux par des tableaux mensongers de joie tranquille. Et elle était demeurée enfant, croyant sottement à 1000 choses niaises, ne voyant pas la vie réelle se traîner dans la boue sanglante des passions. Dieu était mauvais. Il aurait dû lui dire la vérité plus tôt, ou la laisser s'en aller avec ses innocences et son aveuglement. Maintenant, il ne lui restait qu'à mourir en niant l'amour, en niant l'amitié, en niant le dévouement. Rien n'existait que le meurtre et la luxure. Et quoi ? Camille était mort sous les coups de Thérèse et de Laurent, et ceux-ci avaient conçu le crime au milieu des hontes de l'adultère. Il y avait pour madame Raquin un tel abîme dans cette pensée qu'elle ne pouvait la raisonner ni la saisir d'une façon nette et détaillée. Elle n'éprouvait qu'une sensation, celle d'une chute horrible. Il lui semblait qu'elle tombait dans un trou noir et froid, et elle se disait « Je vais aller me briser au fond ». Après la première secousse, la monstruosité du crime lui parut invraisemblable. Puis elle eut peur de devenir folle, lorsque la conviction de l'adultère et du meurtre s'établit en elle, au souvenir de petites circonstances qu'elle ne s'était pas expliquées jadis. Thérèse et Laurent étaient bien les meurtriers de Camille. Thérèse, qu'elle avait élevée, Laurent, qu'elle avait aimé en mère dévouée et tendre. Cela tournait dans sa tête comme une roue immense, avec un bruit assourdissant. Elle devinait des détails si ignobles, elle descendait dans une hypocrisie si grande, elle assistait en pensée à un double spectacle d'une ironie si atroce qu'elle eût voulu mourir pour ne plus penser. Une seule idée, machinale et implacable, broyait son cerveau avec une pesanteur et un entêtement de meule. Elle se répétait « Ce sont mes enfants qui ont tué mon enfant ». Et elle ne trouvait rien autre chose pour exprimer son désespoir. Dans le brusque changement de son cœur, elle se cherchait avec égarement et ne se reconnaissait plus. Elle restait écrasée sous l'envahissement brutal des pensées de vengeance qui chassaient toute la bonté de sa vie. Quand elle eut été transformée, il fit noir en elle. Elle sentit naître dans sa chair mourante un nouvel être impitoyable et cruel qui aurait voulu mordre les assassins de son fils. Lorsqu'elle eut succombé sous l'étreinte accablante de la paralysie, lorsqu'elle eut compris qu'elle ne pouvait sauter à la gorge de Thérèse et de Laurent, qu'elle rêvait d'étrangler, elle se résigna au silence et à l'immobilité, et de grosses larmes tombèrent lentement de ses yeux. Rien ne fut plus navrant que ce désespoir muet et immobile. Ces larmes qui coulaient une à une sur ce visage mort dont pas une ride ne bougeait, cette face inerte et blafarde qui ne pouvait pleurer
par tous ses traits, et où les yeux seuls sanglotaient, offrait un spectacle poignant. Thérèse fut prise d'une pitié épouvantée. « Il faut la coucher, » dit-elle à Laurent, en lui montrant sa tente. Laurent se hâta de rouler la paralytique dans sa chambre. Puis il se baissa pour la prendre entre ses bras. À ce moment, Madame Raquin espéra qu'un ressort puissant allait la mettre sur ses pieds. Elle tenta un effort suprême. Dieu ne pouvait permettre que Laurent la serrât contre sa poitrine. Elle comptait que la foudre allait l'écraser s'il avait cette impudence monstrueuse. Mais aucun ressort ne la poussa, et le ciel réserva son tonnerre. Elle resta affaissée, passive, comme un paquet de linge. Elle fut saisie, soulevée, transportée par l'assassin. Elle éprouva l'angoisse de se sentir molle et abandonnée, entre les bras du meurtrier de Camille. Sa tête roula sur l'épaule de Laurent, qu'elle regarda avec des yeux agrandis par l'horreur. « Va, va, regarde-moi bien, » murmura-t-il. « Tes yeux ne me mangeront pas. » Et il la jeta brutalement sur le lit. L'impotente y tomba évanouie. Sa dernière pensée avait été une pensée de terreur et de dégoût. Désormais, il lui faudrait, matin et soir, subir l'étreinte immonde des bras de Laurent. Chapitre 27. Une crise d'épouvante avait seule pu amener les époux à parler, à faire des aveux en présence de Madame Raquin. Ils n'étaient cruels ni l'un ni l'autre. Ils auraient évité une semblable révélation par humanité, si leur sûreté ne leur eût pas déjà fait une loi de garder le silence. Le jeudi suivant, ils furent singulièrement inquiets. Le matin, Thérèse demanda à Laurent s'il croyait prudent de laisser la paralytique dans la salle à manger pendant la soirée. Elle savait tout. Elle pourrait donner l'éveil. « Bah, » répondit Laurent, « il lui est impossible de remuer le petit doigt. Comment veux-tu qu'elle bavarde ?»« Elle trouvera peut-être un moyen, » répondit Thérèse. « Depuis l'autre soir, je lis dans ses yeux une pensée implacable. »« Non, vois-tu, le médecin m'a dit que tout était bien fini pour elle. Si elle parle encore une fois, elle parlera dans le dernier hoquet de l'agonie. Elle n'en a pas pour longtemps, va. Ce serait bête de charger encore notre conscience en l'empêchant d'assister à cette soirée. » Thérèse frissonna. « Tu ne m'as pas comprise, » cria-t-elle. « Oh, tu as raison. Il y a assez de sang. Je voulais te dire que nous pourrions enfermer ma tante dans sa chambre et prétendre qu'elle est plus souffrante et qu'elle dort. »« C'est cela, » reprit Laurent, « et cet imbécile de Michaud entrerait carrément dans la chambre pour voir quand même sa vieille amie. Ce serait une excellente façon pour nous perdre. » Il hésitait. Il voulait paraître tranquille, et l'anxiété le faisait balbutier. « Il vaut mieux laisser aller les événements, » continua-t-il. « Ces gens-là sont bêtes comme des oies. Ils n'entendront certainement rien au désespoir muet de la vieille. Jamais ils ne se douteront de la chose, car ils sont trop loin de la vérité. Une fois l'épreuve faite, nous serons tranquilles sur les suites de notre imprudence. Tu verras, tout ira bien. » Le soir, quand les invités arrivèrent, Madame Raquin occupait sa place ordinaire, entre le poêle et la table. Laurent et Thérèse jouaient la belle humeur, cachant leurs frissons, attendant avec angoisse l'incident qui ne pouvait manquer de se produire. Ils avaient baissé très bas l'abat-jour de la lampe. La toile cirée seule était éclairée. Les invités eurent ce bout de causerie banale et bruyante qui précédait toujours la première partie de domino. Grivet et Michaud ne manquèrent pas d'adresser à la paralytique les questions d'usage sur sa santé, questions auxquelles ils firent eux-mêmes des réponses excellentes, comme ils en avaient l'habitude. Après quoi, sans plus s'occuper de la pauvre vieille, la compagnie se plongea dans le jeu avec délice. Madame Raquin, depuis qu'elle connaissait l'horrible secret, attendait fiévreusement cette soirée. Elle avait réuni ses dernières forces pour dénoncer les coupables. Jusqu'au dernier moment, elle craignit de ne pas assister à la soirée.
Elle pensait que Laurent la ferait disparaître, la tuerait peut-être, ou tout au moins l'enfermerait dans sa chambre. Quand elle vit qu'on la laissait là, quand elle fut en présence des invités, elle goûta une joie chaude en songeant qu'elle allait tenter de venger son fils. Comprenant que sa langue était bien morte, elle essaya un nouveau langage. Par une puissance de volonté étonnante, elle parvint à galvaniser en quelque sorte sa main droite, à la soulever légèrement de son genou, où elle était toujours étendue, inerte. Elle la fit ensuite ramper peu à peu le long d'un des pieds de la table qui se trouvait devant elle, et parvint à la poser sur la toile cirée. Là, elle agita faiblement les doigts comme pour attirer l'attention. Quand les joueurs aperçurent au milieu d'eux cette main de morte, blanche et molle, ils furent très surpris. Grivet s'arrêta, le bras en l'air, au moment où il allait poser victorieusement le double 6. Depuis son attaque, l'impotente n'avait plus remué les mains. « Hé, voyez donc, Thérèse !» cria Michaud. « Voilà madame Raquin qui agite les doigts. Elle désire sans doute quelque chose. » Thérèse ne put répondre. Elle avait suivi, ainsi que Laurent, le labeur de la paralytique. Elle regardait la main de sa tante, blafarde sous la lumière crue de la lampe, comme une main vengeresse qui allait parler. Les deux meurtriers attendaient, haletants. « Pardieu, oui, dit Grivet, elle désire quelque chose. Oh, nous nous comprenons bien tous les deux. Elle veut jouer au domino, hein, n'est-ce pas, chère dame ?» Madame Raquin fit un signe violent de dénégation. Elle allongea un doigt, replia les autres, avec des peines infinies, et se mit à tracer péniblement des lettres sur la table. Elle n'avait pas indiqué quelques traits, que Grivet s'écria de nouveau avec triomphe. « Je comprends, elle dit que je fais bien de poser le double 6. » L'impotente jeta sur le vieil employé un regard terrible et reprit le mot qu'elle voulait écrire. Mais, à chaque instant, Grivet l'interrompait en déclarant que c'était inutile, qu'il avait compris, et il avançait une sottise. Michaud finit par le faire taire. « Que diable! Laissez parler madame Raquin, dit-il. Parlez, ma vieille amie. » Et il regarda sur la toile cirée comme il aurait prêté l'oreille. Mais les doigts de la paralytique se lassaient. Ils avaient recommencé un mot à plus de 10 reprises, et il ne traçait plus ce mot qu'en s'égarant à droite et à gauche. Michaud et Olivier se penchaient, ne pouvant lire, forçant l'impotente à toujours reprendre les premières lettres. « Ah, bien !» s'écria tout à coup Olivier. « J'ai lu, cette fois. Elle vient d'écrire votre nom, Thérèse. Voyons. Thérèse et... Achevez, chère dame !» Thérèse faillit crier d'angoisse. Elle regardait les doigts de sa tante glisser sur la toile cirée, et il lui semblait que ses doigts traçaient son nom et l'aveu de son crime en caractères de feu. Laurent s'était levé violemment, se demandant s'il n'allait pas se précipiter sur la paralytique et lui briser le bras. Il crut que tout était perdu. Il sentit sur son être la pesanteur et le froid du châtiment, en voyant cette main revivre pour révéler l'assassinat de Camille. Madame Raquin écrivait toujours, d'une façon de plus en plus hésitante. « C'est parfait, je lis très bien, » reprit Olivier, au bout d'un instant, en regardant les époux. « Votre tante écrit vos deux noms, Thérèse et Laurent. » La vieille dame fit coup sur coup des signes d'affirmation, en jetant sur les meurtriers des regards qui les écrasèrent. Puis elle voulut achever, mais ses doigts s'étaient roidis, la volonté suprême qui les galvanisait lui échappait. Elle sentait la paralysie remonter lentement le long de son bras et de nouveau s'emparer de son poignet. Elle se hâta, elle traça encore un mot. Le vieux Michaud lut à haute voix. « Thérèse et Laurent ont... » Et Olivier demanda. « Qu'est-ce qu'ils ont, vos chers enfants ?» Les meurtriers, pris d'une terreur folle, furent sur le point d'achever la phrase tout haut. Ils contemplaient la main vengeresse avec des yeux fixes et troubles, lorsque, tout d'un coup, cette main fut prise d'une convulsion et s'aplatit sur la table. Elle glissa
et retomba le long du genou de l'impotente comme une masse de chair inanimée. La paralysie était revenue et avait arrêté le châtiment. Michaud et Olivier se rassirent, désappointés, tandis que Thérèse et Laurent goûtaient une joie si âcre qu'ils se sentaient défaillir sous le flux brusque du sang qui battait dans leur poitrine. Grivet était vexé de ne pas avoir été cru sur parole. Il pensa que le moment était venu de reconquérir son infaillibilité en complétant la phrase inachevée de madame Raquin, comme on cherchait le sens de cette phrase. « C'est très clair, dit-il. Je devine la phrase entière dans les yeux de madame. Je n'ai pas besoin qu'elle écrive sur une table, moi. Un de ses regards me suffit. Elle a voulu dire « Thérèse et Laurent ont bien soin de moi ». Grivet dut s'applaudir de son imagination, car toute la société fut de son avis. Les invités se mirent à faire l'éloge des époux qui se montraient si bons pour la pauvre dame. « Il est certain, dit gravement le vieux Michaud, que madame Raquin a voulu rendre hommage aux tendres attentions que lui prodiguent ses enfants. Cela honore toute la famille. » Et il ajouta, en reprenant ses dominos. « Allons, continuons. Où en étions-nous ? Grivet allait poser le double 6, je crois. » Grivet posa le double 6. La partie continua, stupide et monotone. La paralytique regardait sa main, abîmée dans un affreux désespoir. Sa main venait de la trahir. Elle la sentait lourde comme du plomb, maintenant. Jamais plus elle ne pourrait la soulever. Le ciel ne voulait pas que Camille fût vengée. Il retirait à sa mère le seul moyen de faire connaître aux hommes le meurtre dont il avait été la victime. Et la malheureuse se disait qu'elle n'était plus bonne qu'à aller rejoindre son enfant dans la terre. Elle baissa les paupières, se sentant inutile désormais, voulant se croire déjà dans la nuit du tombeau.